Bien, bonjour mesdames et messieurs, je vais profiter de quelques minutes qui vont permettre peut-être à certains d'arriver encore un peu, parce que peut-être en avance sur le campus, on a mal à trouver l'amphi, ça arrive. Je m'appelle Xavier Ly, je suis vice-président du conseil scientifique, donc j'ai le plaisir de représenter ce soir le président qui est empêché, parce qu'il est parti en mission Vietnam, donc peut être partout. Mais bon, il souhaite effectivement ouvrir cette série de conférences à la place. Donc en fait, cette série de conférences est organisée par un groupe de travail qui s'intitule Le partage des savoirs, qui prend un petit peu le relais dans l'établissement d'un certain nombre d'actions qui étaient souvent le fait d'initiatives personnelles. Donc on est en train de structurer un peu tout ça. Et dans ce cadre, donc, dans le cadre d'ailleurs de l'année de l'eau, ce qui est le thème actuel, on a organisé donc un cycle de conférences, donc 7 conférences thématiques, et on a essayé de faire en sorte de balayer différentes disciplines de l'établissement. Alors évidemment, pas forcément toutes, ni tous, parce qu'on a 350 enseignants-chercheurs, c'est beaucoup. Donc, bon, parmi les collègues qui travaillent dans ces domaines-là, on a essayé de trouver un panel. Et donc pas seulement effectivement des physiciens ou des biologistes, mais d'ailleurs on va ouvrir les conférences proprement dites par Jean-Luc Croc, qui est sociologue, qui fera la conférence de ce soir. Et puis comme vous pouvez le voir, on va avoir des géographes, un énergéticien, Régis Olivès, mais aussi des juristes, hydrogéochimistes, hydrogéologues, écologues, etc. Donc l'idée c'était de donner un panel d'aperçus sur ces problématiques de l'eau, pluridisciplinaire, et puis bien sûr vulgariser pour que tout un chacun puisse écouter ces propos sans être spécialiste. Sinon ce serait un petit peu difficile, voire douloureux. Mais je ne vais pas être plus long, donc vous avez à peu près un mois pour parler de ces conférences. Il y aura d'autres cycles de conférences thématiques. On essaiera encore une fois de balayer les spécialités des laboratoires. Donc à ce sujet, vous avez une petite plaquette simplifiée de l'ensemble de la recherche de l'université, qui est souvent assez mal connue. Vous pouvez constater qu'on a une vingtaine de laboratoires de recherche, qui est assez important. Souvent d'ailleurs mieux connus à l'étranger ou national que localement. Et donc ça permet d'avoir effectivement un portefeuille de compétences qui permet après d'organiser des cycles de conférences très variés. Donc sur le thème de l'eau, qui est un thème d'ailleurs très actuel ces derniers jours, on va pouvoir commencer. Je vais d'abord laisser la parole donc à Claude Combe, qui est parasitologue et membre de l'Académie des sciences, et qui nous fait l'honneur et le plaisir d'ouvrir l'ensemble des conférences avec une petite introduction qui sera plus scientifique que la mienne. Voilà. Je vous remercie. Claude, je te laisse la parole. Si je vous dis Gaston Bachelard, ça vous évoque tout de suite ce livre extraordinaire qui s'appelle La philosophie du non, qui est paru, je crois, dans les années 1950, quelque chose comme ça. Et Gaston Bachelard, c'est ce philosophe qui s'est vraiment penché sur la manière dont les scientifiques travaillent. Et il a beaucoup insisté sur le fait que trop souvent, les scientifiques disent « ça y est, on a résolu le problème ». Ce qu'il a montré, Gaston Bachelard, c'était que, bien sûr, à certains moments, on a l'impression d'avoir résolu un problème, mais que quelques dizaines d'années plus tard, il faut pratiquement tout remettre à zéro et de nouveau faire une sorte de bouquet de découvertes. Gaston Bachelard a une phrase très belle que je vais vous lire, pour ne pas risquer je vais la lire pour ne pas risquer d'être pied. C'est dans la philosophie du non. Il dit « Face au réel, ce qu'on croit savoir clairement offusque ce qu'on devrait savoir. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au fond, ce que nous ne savons pas se rit de ce que nous croyons savoir. Et au cours du XXe siècle, il y a eu des moments où on a cru connaître la manière dont la matière se comportait. On a cru comprendre vers les années 1950 ce que c'était que l'hérédité. À un certain moment, on a dit voilà, il y a les gènes, il y a les protéines, et puis il y a les caractères, et puis c'est fini, on sait, on va bricoler un petit peu pour... Bien, ce n'est pas vrai du tout. Ce qu'a montré Gaston Bachelard, c'est qu'il y avait, au contraire, périodiquement, tout à recommencer. Qu'il y a des périodes où il faut de nouveau travailler,
où il faut balayer ce qu'il y avait avant. Au fond, il faut dire non à ce que nous croyons savoir. C'est pour cela qu'il a baptisé son livre « La philosophie du non ». Et puis, se remettre au travail. Et il va y avoir de nouveau un bouquet de découvertes et un bouquet d'idées. Alors, je vais vous le montrer à travers deux exemples qui n'ont rien à voir avec le cycle de l'eau, mais c'est une introduction au cycle général de conférences de l'Université de Perpignan. Je vais vous le montrer en parlant très brièvement de la biologie moléculaire et puis de l'homme lui-même. Car nous vivons actuellement une période extraordinaire où tout est en train de bouger, où ce que vous croyez au mois de janvier n'est déjà plus valable en décembre de la même année. Enfin, c'est pas que ce ne soit pas valable, mais c'est qu'il y a autre chose à dire, des choses nouvelles. Alors, le problème de la biologie moléculaire, par exemple, je disais tout à l'heure qu'à l'époque de Jacques Monod, eh bien, on disait voilà, il y a l'ADN, on sait comment il est fait, et il y a un gène, une protéine, un caractère. Tout ça, c'est balayé, on s'est aperçu depuis maintenant une dizaine d'années que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et qu'en réalité, il y a très peu de caractères qui sont déterminés comme ça par un gène. Vous entendez parler par exemple de gènes de telle ou telle maladie, la mucoviscidose, il y a le gène. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un gène qui déclenche tout. Dans la mucoviscidose, c'est un gène qui est vers le milieu, il y a à peu près 1500 acides aminés dans la protéine qui est concernée, et à la position 518, si je ne me trompe pas, il y a une inversion, il y a un acide aminé qui disparaît, qui est une phénylalanine, et ça cause la maladie à soi seul. Alors là, on est dans le schéma traditionnel, le schéma, un gène, une protéine, un caractère. Mais on sait maintenant que même pour la mucoviscidose, eh bien, il y a en fait d'autres gènes qui vont déterminer la gravité de la maladie. Il y a des malades qui s'en sortent et d'autres qui ne s'en sortent pas. Et c'est valable maintenant pour tout. Donc il n'y a plus ce schéma simple qu'on avait dans les années 1950. Il y a d'autres choses qui sont produites, qui sont extraordinaires. Vous savez que lorsqu'on rend compte de l'évolution, on fait des sortes d'arbres phylétiques, et puis il y a des espèces qui se disposent là-dessus. Mais c'est fini ça. C'est fini parce qu'il y a ce qu'on appelle des transferts horizontaux. On sait maintenant que les gènes, eh bien, ils peuvent sauter de l'individu. Alors, ils ne passent pas tout le temps de votre chat sur vous. Hein. Non, mais à l'échelle de l'évolution, l'évolution dure depuis presque 4 milliards d'années. À cette échelle-là, il y a le temps que pour que les choses rares se produisent. Eh bien, ce qui se produit, c'est justement que, par exemple, il y a des rétrovirus qui sont passés dans notre génome à nous. Oui, dans votre génome, monsieur, dans votre génome, madame. Des virus qui sont passés et qui maintenant sont dans notre génome et qui ne sont pas pathogènes mais qui nous servent, sans lesquels on ne pourrait pas vivre. L'exemple qu'on cite toujours, c'est l'exemple des syncytines. Les syncytines, ce sont des protéines du placenta du bébé. Eh bien, il y a deux syncytines, la syncytine 1 et la syncytine 2. En fait, ce sont des rétrovirus qui sont rentrés dans la généalogie de l'homme. L'un, il y a à peu près 20 millions d'années, l'autre, il y a à peu près 40 millions d'années. Donc nous avons un génome qui n'est pas le génome unique de l'homme, qui est un génome modifié, envahi, trafiqué, retourné, coupé, ciselé. Voilà ce que c'est que la biologie moléculaire moderne. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire. Quelque chose qui a fait beaucoup de progrès, c'est le problème de l'expression du gène. On s'en est aperçu il y a déjà 7 ou 8 ans, avec une expérience dans laquelle on a essayé de voir comment le fait que les mamans rats lèchent ou non leurs bébés, les bébés rats, avait une influence sur toute la vie du rat. C'est-à-dire que le bébé, il va grandir, et s'il a été bien léché par sa maman, eh bien, il sera à l'aise, il franchira les labyrinthes, il ne sera pas stressé quand l'expérimentateur entre dans la maison vidée. Par contre, s'il a été mal léché, il va sursauter, et ça dure toute sa vie. Il va sursauter au moindre bruit, il va être peu capable de résoudre les problèmes de labyrinthe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'on n'imaginait pas du tout, même l'année avant. Ce qui s'est passé, c'est que quand la maman lèche son bébé, eh bien ça provoque des changements dans le génome, dans l'expression du génome, dans ce cas particulier au niveau de l'hypothalamus du cerveau. Et il y a un gène qu'on appelle, qui est en relation avec les glucocorticoïdes. C'est le gène qui code pour une protéine qui capte les glucocorticoïdes. Ce gène est modifié par le fait que le bébé soit léché. Et à ce moment-là, vous aurez, suivant les cas, soit un bébé, au fond, mal à l'aise toute sa vie, ou bien un bébé rat qui sera au contraire beaucoup plus futé. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que le milieu peut influencer le génome. Alors voilà les exemples que je voulais vous citer dans le cas de la biologie moléculaire. Je vais aller très vite maintenant sur le cas de l'homme,
Mais depuis quelques, disons, 10-20 ans, on s'intéresse énormément à l'homme. Pourquoi nous sommes des hommes? Alors, il faut remonter très loin. Vous savez que Darwin est l'homme qui a résolu le problème de la sélection naturelle. Mais à l'époque, il y avait quelqu'un qui s'appelait Wallace, et qui, en même temps que Darwin, a eu les mêmes illuminations, je dirais, c'est-à-dire a compris comment se faisait l'évolution. Seulement, aujourd'hui, on ne parle que de Darwin, on ne parle pas de Wallace. Pourquoi? Parce que Darwin a dit tous les caractères, les comportements, la forme du visage, etc., tout ça, c'est la sélection naturelle, c'est des changements, et puis ils sont sélectionnés par le milieu. Et Wallace, le malheureux, lui, il a dit oui, ça, je suis d'accord, tout ça, je suis d'accord avec ça, sauf pour la fin, c'est-à-dire la formation du cerveau. Et là, il a vu, disons ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intelligent design, c'est-à-dire il a dit ça, c'est pas possible que ça soit fait tout seul. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a presque 150 ans que Darwin et Wallace ont réfléchi à l'évolution de l'homme. Et donc 150 ans plus tard, eh bien on se pose toujours ce même problème. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que je suis partisan de l'intelligent design, non. Mais je vous dis qu'il y a encore des problèmes à résoudre dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 100 000 ans, il y avait déjà des hommes modernes, avec une tête, disons, avec un crâne identique. Votre madame, votre monsieur, oui, toi aussi. Et on peut supposer qu'à l'intérieur, les neurones sont de bonne qualité aussi, hein. Pourquoi pas? Mais alors, comment se fait-il que ce cerveau extraordinaire ait été sélectionné, on dirait presque 90 000 ans avant qu'il commence à servir vraiment? Vous voyez, il y a un problème là. On est baigné par l'idée de mutation et de sélection naturelle, mais la sélection naturelle, il faut qu'on la voit à l'heure, il faut qu'on la voit travailler. Et dans le cas du cerveau, comment le cerveau a-t-il pu grossir comme ça depuis l'Australopithèque? Déjà, l'Homo habilis, l'Homo erectus, ils n'ont déjà pas le même cerveau. Mais l'homme moderne, il semble que dès le début, il est notre cerveau. Et notre cerveau, il nous sert à envoyer les hommes dans la Lune, à fabriquer des ordinateurs. Alors que, à l'époque où ce cerveau a émergé, il n'y avait pas la Lune à conquérir, il n'y avait pas des ordinateurs à construire. Donc on ne sait toujours pas. Et là, en plus, il faut ajouter que ça coûte cher de fabriquer un cerveau. Le coût de fabrication du métabolisme de notre cerveau, de la matière de notre cerveau, est 7 à 8 fois plus important que n'importe lequel des autres organes de notre corps. Vous voyez? Donc, ce coût, il faut bien qu'en revanche, il y ait quelque chose qui les compensé. La sélection naturelle, ce n'est pas gratuit. Mais on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas. Et vraiment, il y a un bouquet aujourd'hui d'hypothèses qui sont très belles. Alors, je vous en cite quelques-unes. La première, c'est que l'homme, il est surtout le résultat de, comment dirais-je, de la socialisation. Et votre collègue qui vous parlera tout à l'heure pourra peut-être me dire si c'est d'accord, que la socialisation de l'homme avec des groupes importants, où il n'y avait pas que des parents, il y avait ce que les Américains appellent des non-kin, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas étroitement parents. Ça a introduit de très nombreux échanges sociaux. L'homme est un animal social, c'est un animal coopératif, et c'est ça qui aurait fait grandir le cerveau humain. Ça ne veut pas dire que ça explique tout. Ça ne veut pas dire que ça explique qu'il y a 100 000 ans, nous avions, semble-t-il, le même cerveau qui nous sert aujourd'hui à envoyer les hommes dans la Lune. Il y a d'autres choses qui ont émergé dans les dernières années. Il y a ce qu'on appelle la dérive génétique. La dérive génétique, c'est presque l'inverse de la sélection naturelle. Ça veut dire tout simplement qu'il y a le hasard qui intervient pour faire que l'individu survive ou non. Pas parce qu'il a tel ou tel caractère, mais simplement par hasard. Et cette dérive génétique, je ne vais pas vous faire le tableau de tout ce qu'elle comprend, tout ce qu'elle comporte. Elle est aujourd'hui très à la mode, je dirais. Et vous avez les auteurs qui disent finalement nous sommes issus du hasard, 2 fois. Une fois par les mutations et une fois par la disparition d'individus ou de groupes. Et il y a quelque chose qu'on appelle la sélection de groupe, dont on parle également beaucoup. Autre chose que les Américains désignent sous le nom de gene surfing. Gene surfing, c'est l'idée que l'homme à un moment est sorti d'Afrique. Mettons qu'il soit sorti il y a 100 000 ans, d'autres vous diront peut-être 200 000 ans, mais c'est déjà des hommes modernes qui sortent. Ils sortent d'Afrique et ils se répandent. Et l'idée du gene surfing, c'est que lorsqu'on est devant, dans un phénomène migratoire de cette sorte, on est avantagé. Et donc c'est les gènes de ceux qui sont devant qui vont être sélectionnés. Et ça va être peut-être les plus curieux, les plus audacieux. Et ceux qui sont derrière, eh bien ils arrivent 100 ans plus tard, 1000 ans plus tard,
et ils ont déjà devant eux un paysage qui est modifié. Donc, ils sont désavantagés. Voilà encore une idée. Alors, des idées comme ça, il y en a beaucoup. Je voudrais vous dire que les progrès des idées, ils tirent beaucoup aussi aux performances des outils, aux performances des techniques. Aujourd'hui, on peut explorer votre cerveau à une échelle extrêmement faible, extrêmement limitée. On peut voir, pas neurone par neurone, mais on peut voir 1000 neurones par 1000 neurones en tout cas. On peut voir quelles sont les parties qui fonctionnent, etc. On a pu déterminer, mais ça y est déjà quelque temps, qu'il y avait un petit circuit derrière notre front, et un petit circuit qui vous sert à décider. Quand vous avez par exemple, je ne sais pas, vous avez un gâteau, on vous offre du gâteau, et là vous dites, oh, le gâteau, oui, il est bon, j'ai envie de le manger, mais il va peut-être me faire mal, mon régime va en souffrir. Et vous allez décider l'un ou l'autre. C'est ce petit circuit disposé à votre front qui travaille et qui vous dit ce qu'il faut choisir. Eh bien, des circuits comme ça, maintenant, on en découvre tous les jours. On s'aperçoit que lorsque vous pensez à votre belle-mère, par exemple, tac, il y a quelque chose qui s'allume dans votre cerveau. Alors, tout ça, ce sont les idées d'aujourd'hui. Je termine en vous parlant simplement d'un problème qui agite beaucoup les gens. L'homme de Néandertal. Vous en avez tous entendu parler. Est-ce que c'est la même chose que nous les hommes modernes? Non. Est-ce que c'est deux espèces? On n'en sait rien. Et pourquoi surtout l'homme de Néandertal a-t-il disparu? Alors là, il y a deux grands courants. Un courant qui est, il s'est fait tuer, parce que les hommes modernes étaient plus forts. Et l'autre courant, c'est ils se sont hybridés ensemble, de telle sorte qu'on n'a plus les distinguer. Il y a encore un petit courant maintenant qui est minoritaire, qui est de dire que les hommes de Néandertal auraient moins supporté les glaciations, mais ça c'est pas très solide parce qu'ils en avaient eu déjà dans la centaine de milliers d'années qui précèdent, ils avaient déjà dû affronter des glaciations. À ce moment-là, ils étaient seuls et ils les avaient très bien affrontés. Voilà ce que je voulais dire. Vous voyez, vous dire que nous vivons une époque extraordinaire. Et vivre une époque extraordinaire comme celle-là, ça méritait que vous veniez ce soir écouter Monsieur Roux, à qui je donne la parole. Et donc je suis défavorisé, je suis passé après. Donc je voudrais dire tout d'abord, donc je m'appelle Jean-Luc Roch, donc je suis sociologue à l'UPVD. Donc je suis très honoré d'intervenir aujourd'hui, notamment au nom des sciences humaines. Mais je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet par rapport à tous mes collègues effectivement qui vont se succéder et qui connaissent bien plus que moi l'eau. Sauf que on peut se demander ce qu'est l'eau. Alors lors de cette courte intervention que je ferai, je vais mettre en évidence à la fois certaines contradictions, ambivalences et ambiguïtés concernant la question de l'eau. Et à travers un titre général que j'ai donné, donc c'est l'eau, conflit de représentation et d'usage, j'essaierai de dépasser peut-être ce titre. Alors pour ça, je prendrai deux axes. À la fois un axe lié au temps, mais qui a déjà été mis en évidence, et on a d'autres éléments, et l'autre lié à l'espace, avant de terminer sur une petite conclusion. Alors tout d'abord dans le temps. Alors naguère, avant, jadis, dans de nombreuses croyances, il était dit au départ tout était eau. Ou alors l'existence de l'eau précède le premier jour. Alors si l'eau effectivement est sacrée, les sources sont souvent d'origine divine et magique. Dans les rivières, dans les lacs, dans les étangs, dans les mers, vivent souvent donc, des fées, des vouivres, des sirènes, des ondines, des naïades, des dieux et des monstres. Alors, les plus connus sont Poséidon, le monstre du Loch Ness, que tout le monde connaît. Alors en ce temps-là, effectivement, on imaginait aussi des barques qui remontaient les fleuves vers le royaume des morts. Pas du tout, nous dit la modernité. Si l'eau est vitale, elle résulte en fait de l'union de deux substances gazeuses, si je ne me trompe pas trop, et est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène qui a formé H2O, ce que Matricon appelait une tête de Mickey. L'eau n'est plus donc un élément indestructible, donc ça a cassé un vieux dogme antique, et les seuls esprits qui hantent l'eau sont les bactéries. Naguère, avant, jadis, on pensait que sous terre, si vous voulez, au centre de la terre, l'eau, donc il y avait une mer et donc qui chauffait, et donc l'eau s'évaporait dans d'immenses grottes et l'eau ressortait par des sources et ensuite s'écoulait donc vers des ruisseaux, vers
vers des rivières, vers des fleuves et rejoignaient donc la mer et les océans. Pas du tout, nous dit la modernité. Le cycle de l'eau donc se fait surtout par évaporation ou évapotranspiration, et l'eau est transférée donc vers les océans ou vers les continents par le biais donc des nuages. Il y a des précipitations et l'eau, quand elle vient sur les continents, donc s'écoule ou pénètre dans les sous-sols ou dans les sols et dans les sous-sols et donc ressort par les sources, donc revient ruisseaux, fleuves et rivières, fleuves et mers. Naguère, avant, jadis, l'eau pouvait faire peur. Alors elle était le symbole de passage, et notamment on baignait à la naissance, donc on baignait l'enfant, et à la mort on baignait le défunt. Donc il y avait deux moments importants où l'on baignait les personnes. Et parfois il était interdit, alors là je ne reviens pas sur les phénomènes religieux après le Moyen-Âge, donc il était interdit de se laver, sauf les parties voyantes du corps. Donc on pouvait se laver les mains, on pouvait se laver le visage, et on pouvait se laver les pieds. Et parfois ne pas se laver permettait aussi de se protéger, enfin ce qui était dit, de se protéger contre les maladies venant de l'air. Donc c'était tout ce qu'on appelait la pensée aériste. Alors là j'ai pris quelques locutions qui disaient la sueur lave, ou si tu veux devenir vieux, n'enlève pas l'huile de ta peau. Et quelque chose d'un peu moins poétique, mais que j'aime bien aussi, plus le bouc pue, plus la chèvre l'aime. Pas du tout, nous dit la modernité. Alors déjà la pureté bactériologique de l'eau est un impératif. Mais surtout, l'hygiène est une règle à respecter, notamment à partir du 19e siècle avec les hygiénistes. Et j'ai retiré une petite phrase du livre du foyer de 1934, donc, qui était destiné aux ménagères à l'époque, qui disait « Le corps n'est bien lavé que lorsqu'il est savonné et lavé dans une quantité d'eau suffisante. » Donc il faut utiliser des douches, des baignoires, des étuves. Donc effectivement, c'est toute la pensée hygiéniste du 19e siècle. Et donc tout cela devient source d'hygiène, de santé, mais aussi confort, idée de confort donc, et de bien-être. Donc on voit par rapport rapidement à ces trois points, on constate effectivement qu'il y a bien un passage entre une vision, disons, qu'on va appeler archaïque et traditionnelle, et des visions et des valeurs modernes qui se fondent effectivement sur une forte rationalisation, une forte rationalité. Ainsi, du fait des méthodes, des mesures, des instruments, donc effectivement on ne peut pas penser n'importe quoi et on ne peut pas dire n'importe quoi. Et d'ailleurs comment on peut penser, comment on peut imaginer effectivement qu'il y ait des fées, qu'il y ait des sirènes, qu'il y ait des monstres. En fait cela paraît assez absurde et assez risible. Sauf que nous sommes en fait des êtres de rêve, et des êtres de croyance et des êtres de symboles. Et la modernité qui a voulu effectivement lutter contre les fausses idoles à partir donc, de la Renaissance et donc qui a voulu lutter contre les pensées irrationnelles, en développant aussi l'idée de progrès, de bien-être et d'avenir radieux, a construit en parallèle son propre mythe et sa propre croyance. Alors c'est celui que j'ai appelé dans mes travaux le mythe de l'inépuisable. L'abondance, etc. Là, je prendrai deux exemples, un qui n'est pas lié à l'eau et un autre qui est lié directement à l'eau. Il y a 4 ou 5 ans, donc ça date pas du 19e siècle, j'avais réuni une quinzaine de jeunes qui avaient entre 14 et 15 ans, donc qui étaient en 3e. Et bon, pour lancer un peu la discussion, j'avais fait faire un tour de table et je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. Et bon, on m'avait cité tout un tas de métiers, et puis il y en a un qui me dit, moi je veux être mécanicien. Alors pour un peu l'embêter, je lui ai dit, mais mécanicien, de toute façon, il y aura plus, d'ici quelques années, il n'y aura plus de voitures. Tollé, dans la classe, les 15 élèves se sont insurgés en disant, mais c'est quoi ça, pourquoi il n'y aura plus de voitures il y a 4 ou 5 ans. Comment il n'y aura plus de voitures? Alors je leur ai dit, oui, mais de toute façon, il n'y aura plus de pétrole, un peu pour les asticoter. Comment toller comment il n'y aura plus de pétrole? Alors, dans les bribes de connaissances, je leur dis que voilà, il y a des milliers d'années, effectivement, il y avait du bois, et donc ça a pourri, la terre s'est mise dessus, et puis à partir du 19e siècle et 20e siècle, on a commencé à forer, donc on a des cavités où il y avait une espèce de liquide, et on pompe le liquide, et quand la cavité est vide, il n'y a plus de pétrole. Et alors le jeune qui voulait faire mécanicien, il me dit, mais pourquoi on n'en remet pas? Alors c'était à la fois très drôle, en fait c'était comique, mais c'était à la fois tragique. Car ouais, effectivement, cette espèce de mythe inépuisable. Comment on peut penser que ça soit inépuisable un jour? Alors un autre exemple, j'ai travaillé sur les petites villes et
en 2003, donc canicule importante, et dans cette petite ville, donc les fontaines, donc il y avait des grandes fontaines qui étaient alimentées avec de l'eau potable. Et alors ce qui était assez surprenant, et pendant tout le mois de juillet et le mois d'août, donc ça a fonctionné avec cette eau potable. Il a fallu attendre en fait le mois, début septembre pour qu'ils arrêtent l'eau, parce qu'il y a quand même eu des pressions pour arrêter. En fait, il faut dire que cette ville est à peu près de 8000 habitants à l'année et reçoit 100 000 touristes en juillet et août. Donc en fait, effectivement, il faut rentabiliser cet imaginaire touristique. Donc venez ici parce qu'il y a de l'eau, n'allez pas ailleurs parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc vous voyez qu'effectivement, on est à la fois dans cet exemple du pétrole et à la fois dans cette gestion de l'eau, effectivement, on est dans ce mythe un peu de l'abondance et de l'inépuisable. Alors effectivement, si nous sommes assez énergivores, on a vu le pétrole, nous sommes aussi aquavores. Et on le retrouve effectivement dans l'industrie, dans l'agriculture, dans nos modes de vie quotidiens, là avec nos machines à laver, alors maintenant avec les piscines, les spas, les hammams, on va régulièrement dans les parcs d'attractions, aquatropiques, aquaramas, etc. On arrose effectivement nos petits jardins avec de l'eau potable, et quand on part faire un petit footing, effectivement on n'oublie pas sa petite bouteille d'eau tétile. Or le problème, c'est que ce mythe et cette croyance, mais aussi les usages, se trouvent assez percutés actuellement avec de nouvelles informations qui arrivent, désertification, assèchement des nappes et des rivières, pollution des eaux avec engrais, pesticides, PCB, arsenic. Et je prendrai juste un exemple qui est éloigné de Perpignan. Tahiti est le symbole effectivement de la rêverie. Qui n'a pas envie d'aller à Tahiti, voir les plages de sable blanc? Il n'y a pas de sable blanc, sauf une petite partie. Et donc à Tahiti, par exemple, 48% des embouchures des rivières sont polluées et interdites à la baignade. Donc vous voyez effectivement qu'il y a des chocs entre l'information et ce mythe. Donc en fait, c'est effectivement ce choc. Alors ça entraîne effectivement des justifications, ça entraîne des dénis de la part de nous-mêmes. Effectivement, on dit de toute façon, c'est pas ma faute. À petit niveau, effectivement, c'est pas ma faute, c'est sûrement la faute de quelqu'un d'autre. Et donc ça entraîne effectivement des distorsions, ce qu'on appelle les dissonances, c'est-à-dire deux éléments qui arrivent qui sont opposés, et en fait il est difficile sauf peut-être notre petit qui fait que... Et alors parmi ces multiples exemples effectivement de distorsion ou de dissonance, je prendrai juste celui de la gestion de l'eau, de la gestion locale de l'eau, et je prendrai juste le cas des régies. Alors, en France, il existe deux types de gestion locale de l'eau. Moi, j'avais étudié plus particulièrement un syndicat de l'eau, et donc il existe soit une commune donc gère en régie directe, c'est-à-dire qu'elle gère elle-même son eau, soit elle donne à un fermier, c'est ce qu'on appelle l'affermage, et donc c'est donné et donc la gestion est donnée à un fermier. Et dans le cas effectivement des régies locales, effectivement, et notamment dans les petites villes ou dans les villages, on se retrouve confronté à deux logiques complètement opposées. Effectivement, une logique plutôt économique qui centre effectivement sur le côté rentabilité, qui pousse effectivement à la consommation, parce qu'effectivement il faut continuer à préserver l'emploi local, etc. Et donc mettre en évidence que l'eau est inépuisable. Et de l'autre côté, dans une logique un peu plus écologique, et moi j'ai travaillé plus particulièrement dans le Gard, où effectivement l'été ça pose pas mal de problèmes d'eau, puisqu'en fait les nappes baissent de manière importante. Et donc, dans une logique économique, on pousse à limiter la consommation en faisant passer effectivement des petits prospectus en disant il ne faut pas consommer. Donc, vous voyez, d'un côté il faut consommer, de l'autre il ne faut pas consommer. Donc, effectivement, des problèmes de distorsion entre les deux, du fait à la fois de ce mythe et à la fois de cette gestion locale de l'eau qu'il faut mettre en place. Donc venons-en maintenant au second axe. Donc on l'a vu dans le temps, on va voir le second axe, donc c'est plutôt dans l'espace. Alors depuis quelques décennies, on est envahi effectivement par des informations aussi terribles et terrifiantes les unes que les autres. Souvent assez proches du cataclysme, alors que ce soit Bhopal, que ce soit Tchernobyl, que ce soit Fukushima, etc. Et d'ailleurs certains auteurs n'excluent pas cette possibilité de catastrophe finale, notamment un auteur qui s'appelle Duncan, qui met en évidence une théorie de l'Oluvaille, c'est-à-dire le retour aux cavernes, c'est-à-dire l'effondrement, comme les réseaux sont interconnectés les uns aux autres, effectivement, tout va être en fusion, et donc le problème, c'est pas simplement l'électricité, bien que nos outils informatiques ne marchent
marcheront plus, mais c'est le problème aussi de l'eau. C'est-à-dire effectivement on a 3 jours autrement, si vous n'avez pas 3 jours de consommation d'eau, vous risquez de mourir. Et le problème c'est que souvent les pompages se font avec l'électricité. Donc voyez, donc effectivement pas mal d'informations assez terribles et terrifiantes les unes que les autres. Je prendrai juste quelques exemples en ce qui concerne l'eau. On constate par exemple que certaines pêcheries ne sont plus que des vestiges. Effectivement, je crois que c'est le fleuve Colorado, effectivement, où il y avait des Indiens locaux qui s'appellent les Cocopas, je crois, et donc qui n'existent plus. Certains fleuves, donc aux États-Unis ou en Chine, n'arrivent plus jusqu'à la mer pendant certaines périodes et de moins en moins arrivent à la mer. Les marées noires, effectivement, sont périodiques, et à l'envers, effectivement, on a des inondations qui sont récurrentes avec de nouvelles terminologies qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, les tsunamis, c'est moi que je ne connaissais pas il y a quelques années. Ou alors des fleuves de boue pollués qui sont déversés effectivement dans les rivières. Donc effectivement des informations quand même assez terribles. Et donc par rapport à ces problèmes, c'est effectivement la mobilisation générale. Les êtres humains, effectivement, se réunissent avec une grande régularité, sorte de tour de Babel. Ça doit être la revanche contre Dieu qui les avait séparés, et donc ils veulent effectivement se retrouver. Donc mobilisation générale, alors il y a des colloques, alors ils se réunissent à Copenhague, à Kyoto, à Rio, à Durban, enfin, à Marseille, etc. Alors parfois, dans certains lieux, ils sont 40 000, donc 40 000 personnes qui se penchent au chevet de la planète. Alors ils créent aussi des institutions, ils créent des organisations, ils créent des missions, ils vont faire donc des traités, des lois, des chartes, des protocoles, des accords, etc. Et l'eau est souvent au centre des préoccupations parce que l'eau effectivement est vitale. Alors attention, on nous dit, près de 5000 enfants meurent chaque jour de manque de problèmes d'eau. Le PNU, puisque je travaille actuellement sur un bouquin que je dirige sur l'eau dans le Pacifique, le PNU, donc en 2012, dans son rapport, mettait en évidence effectivement que l'eau, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une intervention sur l'eau qui était menacée, la dernière intervention, donc qui renvoie, peut-être qui en reparlera de manière plus précise, effectivement, le PNU mettait en évidence effectivement que l'eau dans le Pacifique était menacée et menace les humains. Et dans un espace en fait où l'eau est omniprésente, donc c'est quand même un paradoxe important. Et donc mobilisation, tout ça renvoie des réseaux d'information, donc prise de conscience planétaire, etc. Sauf que nous sommes des êtres territoriaux. Et malgré l'idée effectivement de mondialisation, de globalisation, il existe toujours des territoires nationaux, des territoires régionaux, des territoires locaux, des territoires intimes. Et chaque territoire possède aussi sa culture spécifique, malgré l'idée qu'on se fait de l'effondrement total des cultures locales. Je prenais juste la consommation de l'eau en bouteille. Par exemple, à Osaka, on prend de l'eau en bouteille pour ne pas boire l'eau courante. À Munich, par contre, c'est un plaisir traditionnel. À Madrid, c'est pas l'usage. Et à Jakarta, ce sont essentiellement des modes de consommation des classes aisées. Alors au-delà, l'eau, en tant que ressource vitale, devient un enjeu territorial, mais aussi un vecteur identitaire. Alors je prendrai juste un exemple en ce qui concerne la pollution de la Tisa, c'est un affluent du Danube. Et en 2000, donc, il y a eu une bassin de décantation, alors, je ne sais pas, il y avait de l'arsenic, je sais plus, qui a cassé, et donc qui s'est déversé effectivement dans la Tisa, et qui est arrivé de la Roumanie, qui est arrivé en Hongrie. Et un homme politique hongrois disait « c'est un véritable acte de guerre ». Donc vous voyez effectivement qu'il y a des consonances territoriales et des consonances identitaires assez fortes. Alors on peut dire effectivement que dans le monde, il y a environ 300 conflits potentiels entre nations en ce qui concerne l'eau. Alors je prendrai quelques cas classiques, par exemple des tensions entre effectivement Israël et la Palestine. Israël donc, maintient effectivement une pression sur l'eau puisque depuis 1965, la gestion de l'eau est gérée, enfin l'eau est gérée par les militaires. Et donc à chaque fois qu'il y a des tentatives
d'accord entre les deux parties, effectivement, le problème de l'eau est toujours renvoyé au calendrier grec. Donc, le problème, effectivement, entre Israël et la Palestine. Un autre problème, c'est la Turquie. Alors, vous avez deux fleuves qui partent de la Turquie, à la fois le Tigre et l'Euphrate. Alors, ils se disent, voilà, puisque la source démarre en Turquie, donc c'est notre propre eau. Et donc, effectivement, ils ont des moyens de pression à l'égard à la fois de la Syrie et à la fois de l'Irak. Mais aussi un autre moyen de pression à l'égard du KPP, donc, qui est les Kurdes, en leur disant, mais voilà, si vous faites des intrusions en Turquie, attention, on vous coupe l'eau. Alors, sur le Nil, vous avez à peu près 9 pays, effectivement, qui sont en tension pour arriver à récupérer cette eau, effectivement, et en plus, l'Égypte, qui est le dernier à récupérer l'eau, est un boom démographique, effectivement, qui pose certains soucis. Alors ensuite, il y a des tensions entre les USA, le Canada et le Mexique, notamment entre le Canada et les USA, parce que le Canada, certaines entreprises veulent pomper l'eau des grands lacs pour le revendre, etc., savoir si ça va rentrer à l'ALENA, etc. Donc ça pose quelques soucis. Vous avez des tensions entre l'Espagne et le Portugal, qui a des baisses de nappes, et vous avez dans le bassin du Mekong, Chine, Birmanie, Laos, Cambodge et Thaïlande, effectivement, il y a Vietnam, donc il y a des tensions quand même importantes entre ces divers pays. Mais alors le problème, c'est que les experts ou les instances internationales demandent surtout aux États de dépasser en fait les barrières nationales et surtout d'intégrer les frontières hydrauliques. Et ça depuis assez longtemps, depuis quelques décennies, mais en fait rien n'y fait, puisqu'en fait le droit international est peu efficace. Alors peut-être que François Ferral en reparlera de manière plus... peut-être... en reparlera peut-être. Le droit international est peu efficace parce qu'il n'est pas contraignant. Et donc en fait chaque nation garde ses prérogatives sur ses ressources, et notamment en ce qui concerne l'eau. Alors toutefois, s'il existe des tensions entre divers pays ou entre nations, on retrouve, alors effectivement j'ai centré sur les conflits, on pourrait effectivement mettre en évidence des coopérations. Il existe aussi des tensions, s'il existe des tensions entre pays, on retrouve aussi des conflits sur un même territoire. Par exemple, entre usagers, institutions, organisations. Alors là, je prendrai quelques exemples. Un cas d'école qui est le problème à Cochabamba, en Bolivie, où effectivement la privatisation de l'eau a entraîné effectivement une augmentation du prix en quelques mois de 100%, et donc ça a entraîné des révoltes importantes de la part des habitants locaux, puisqu'en fait, souvent dans les sociétés traditionnelles, l'eau qui vient du ciel est un don de Dieu, et donc ça doit être gratuit. En Inde, par exemple, il y a eu certains leaders qui se sont opposés à des constructions de barrages et qui ont été assassinés. De manière un peu moins brutale, donc en France, il y a des tensions. Alors on retrouve par exemple à l'étang de Berre, où on le retrouve en Camargue, et notamment en Camargue, où il y a des tensions entre l'industrie du sel et les riziculteurs par rapport à la salinité de l'eau. Mais on retrouve aussi des tensions entre usagers, et on retrouve ça par exemple dans la Lantilla, qui est un affluent de la Tête, que vous connaissez certainement ici. Effectivement, pendant plusieurs siècles, il y a eu les conflits ont été régulés, et depuis quelques années, en fait, les tensions remontent entre catégories d'utilisateurs, notamment dû à la concentration urbaine et à l'urbanisation des comportements. Alors d'un côté, les agriculteurs, effectivement, qui veulent l'eau pour irriguer. De l'autre côté, les nouveaux arrivants, effectivement, qui veulent un peu de confort, donc avec, bon, on a parlé tout à l'heure, piscine ou arrosage, effectivement, des pelouses. Sur un autre petit affluent, donc c'est les amateurs de canyoning, effectivement, dans un aspect ludique et création d'emplois, et les pêcheurs de l'autre côté qui veulent protéger, effectivement, les milieux aquatiques. Donc l'eau, effectivement, n'a pas la même signification et n'est pas utilisée de manière identique. Alors je suis allé un peu vite, mais bon, en conséquence, parce qu'il est difficile, voire impossible de conclure, on peut dire effectivement que si nous sommes des êtres rationnels, nous sommes aussi des êtres de symboles. Et si nous sommes des êtres mondialisés, nous sommes aussi des êtres territorialisés. Donc peut-être pour régler les problèmes de l'eau, il faudra peut-être tenir compte de toutes ces dimensions. Et la question de l'eau renvoie, alors là c'est peut-être le sociologue qui met en évidence aussi certains éléments, la question de l'eau renvoie alors peut-être à des questions culturelles et sociales avant d'être une question de génie civil. Alors je terminerai par une anecdote ou un fait historique. À propos de l'empereur Justinien qui officiait donc à peu près à 500 de notre ère, il faut dire de notre ère, quoique non, il faut supprimer l'histoire de l'ère chrétienne, je crois. Vous me direz plus peut-être.
Il y a quelques jours. Et donc Justinien, donc empereur romain, un jour il y a un esclave qui vient taper à sa porte, qui vient sonner, qui lui dit voilà empereur, ça y est, j'ai trouvé un moyen de moudre les céréales sans être obligé d'utiliser les hommes. Et alors Justinien il lui dit mais magnifique, donc il a inventé le moulin à eau. Donc Justinien lui dit magnifique, c'est très bien, donc à partir d'aujourd'hui tu es libre, et en plus je te donne une propriété mais très loin. Et bien surtout tu ne parles pas de ton invention. Et alors l'esclave lui dit mais pourquoi? Et qu'est-ce que je ferai de mes esclaves? Et alors donc pour terminer sur une question, alors il faudra attendre 500 ans pour que les moines introduisent le moulin à eau pour pouvoir récupérer des impôts de la part des utilisateurs. Alors peut-être pour notre part, et donc pour terminer, faudra-t-il attendre 500 ans pour voir émerger quelques bribes de changement. Je vous remercie. Merci Jean-Luc. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions qui souhaitent intervenir? Est-ce que quelqu'un a travaillé sur l'influence des obstacles liés à l'eau, par exemple les grands fleuves, sur les migrations humaines? Alors là, je ne sais pas. L'idée me vient. Je ne sais pas. Je l'ai eu en vous écoutant. Je n'avais pas pensé jusqu'à maintenant. Non, je ne sais pas. C'est quand même comme des vagues de migrants, je ne sais pas, mais il y a Moïse, c'est Moïse. Oui, voilà. Moïse. Voilà. Mais justement, le fait que dans la Bible, ce problème soit soulevé, c'est très bien ce que vous me répondez. Parce que ça veut dire que le problème se posait. On ne pouvait pas franchir le Nil sans l'intervention de Dieu. C'est quelque chose qui a dû... J'imagine, je ne sais pas moi, il y a 80 000 ans, les hommes modernes, déjà, ils arrivent devant le Rhône. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas passer. Voilà, construire un pont. Jusqu'à ce qu'ils puissent construire des ponts, ça devait poser des problèmes. J'aurais dû inventer les outres pleines d'air. J'ai l'impression que personne ne s'est intéressé à ce question. Qui ne vous intéresse pas à vous, mais qui m'intéresse. Oui, non, mais je regarderai, peut-être. Oui, sur les passagers. Ah oui, voyons. Depuis quand les hommes savent-ils nager? C'est inné. Vas-y, je te... Oui, juste un mot pour... Tout à l'heure, vous avez parlé du mythe de l'abondance. Oui. Mais c'est d'actualité toujours. Ah, tout à fait. Et lorsque l'on va pour persuader les gens que l'eau deviendra rare, il y a une espèce de déni de ce fait, et notamment un déni de la part des personnes qui sont dans l'agriculture. Et ceci peut expliquer cela. Mais il n'y a pas que. Quand on interroge sur l'eau, tout le monde vous dira unanimement, mais l'eau c'est trop cher. Ça devrait être gratuit, l'eau. Parce que c'est un don du ciel, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, le mythe de l'abondance a la vie dure. Petit à petit, quand même, petit à petit, les gens arrivent à accepter que l'eau sera moins abondante qu'elle ne l'est maintenant, et en tout cas qu'elle l'a été. Parce que, bon, je me suis trouvé dans des réunions, et je me souviens, il n'y a pas très longtemps, à Pézilla, un agriculteur bien connu dans les milieux syndicalistes locaux, qui me dit avec son accent catalan bien rocailleux, qui me dit mais de l'eau il y en a toujours eu ici, et il y en aura toujours. Et là c'est très difficile, ce mythe de l'abondance, c'est très difficile à endiguer, si je puis dire. On retrouve ça, comme je disais tout à l'heure, je m'intéresse plus au Pacifique Sud, et effectivement, vous avez au Pérou, vous avez effectivement cette idée que, parce qu'il y a de plus en plus de constructions sur le bord des mers, et notamment de résidences secondaires, parce qu'il y a des industries qui se créent, et puisque en fait vous avez une immense Pacifique, l'eau en fait est considérée comme inépuisable. Donc effectivement on va mettre en place des usines de désalinisation, mais l'eau effectivement est quelque chose
qui est là, qui est donc effectivement... C'est extrêmement difficile effectivement de casser. C'est plus facile de casser des pratiques, il suffit de mettre une loi à la limite, que de casser des représentations. Et comme vous le disiez, il y a effectivement des discours contradictoires, parce qu'il y a la raréfaction de l'eau, mais aussi le mythe du déluge qui revient avec l'élévation du niveau des mers, la fonte des glaces. Alors, on est menacé aussi par une submersion. Ça contredit l'idée de rareté. Alors tout à l'heure, quand j'ai insisté effectivement sur l'histoire du génie civil, bon, je suis peut-être un peu critique à l'égard parfois de la technique. Bon, ça c'est... par exemple, au Kiribati, donc ce sont des petites îles enfin quelques petites îles donc, dans le Pacifique Sud, et effectivement on en entend parler dans les médias, donc effectivement un réchauffement climatique, l'eau monte, et donc des villages ont été déplacés. Et donc il y a eu des projets, et notamment par un architecte hollandais, donc, puisqu'ils sont spécialistes des polders, et donc de créer une plateforme comme une plateforme pétrolière pour effectivement déplacer 100 000 personnes. Donc pour que 100 000 personnes vivent sur une plateforme pétrolière. Et donc on ne réfléchit pas effectivement aux transformations, au mode de vie. Et effectivement il y a de plus en plus de migration. Vous parliez tout à l'heure des gens qui se déplaçaient. Il y a de plus en plus de migration effectivement de ces îles qui veulent partir en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais qui sont rejetées aussi. Après, c'est quelques soucis. Parce que ça pose le problème de l'état du territoire. Si, par rapport à ces îles, si elles ne peuvent plus exister territorialement, l'état qui était lié à cette population, où va-t-il être implanté? Enfin, comment va-t-il exister? Les grands États se foutent complètement, Pardon? Les États se moquent de ces petites îles. De toute façon, les grands États n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt à garder des petites îles, puisque ce qui les intéresse, c'est les nodules polymétalliques qui sont dessous. Voilà. Enfin, les richesses hors cuivre, etc., qui sont sous la mer. C'est un problème. Ah, c'est un problème humain, mais c'est un problème pour les États. Je suis un peu dur peut-être, mais bon. Gilles Leboeuf nous a fait une conférence il n'y a pas très longtemps, en nous disant qu'il assiste régulièrement aux réunions à Doha, etc. Doha, non, il n'y est pas allé, il a dit « je n'y vais plus » parce qu'il y a en fait deux réunions. Il y a les pays riches qui se réunissent entre eux, et à 15 km de là, il y a les pays pauvres. Et bien évidemment, les problèmes ne sont pas du tout les mêmes. Et ils ne dialoguent même pas pour aller dans votre sens. Il y a incompréhension totale. Enfin, c'est même pas de l'incompréhension, ils ne veulent pas savoir. Il y a aussi le phénomène de l'eau invisible. Parce que les gens ils voient bien l'eau qui coule du robinet, ce qui est dans la bouteille ou le verre, mais l'eau qui est incluse dans les process industriels, dans la viande de bœuf, l'eau invisible. Au virtuel. Virtuel, oui, au virtuel. Ah, ça brouille aussi la perception du problème. Effectivement, alors, je me suis fait un peu engueuler l'autre jour parce que j'intervenais donc au CRIOB l'autre jour et par un étudiant parce que je lui disais oui mais tout le monde a une carte à puce parce que bon, à la fois les cartes bleues, tout le monde a son portable, etc. Et rien que pour fabriquer une petite puce, il faut 32 litres d'eau. Alors il m'a dit ouais mais parce que vous comptez effectivement l'eau qui rentre à l'usine, etc. Ben, enfin, ça fait quand même pas mal d'eau. Donc si on multiplie par le nombre de portables de puces qui sont mis sur pied. Un conférencier qui parlera souvent de l'énergie grise et ce qui est contenu dans les matériaux. Puis il y a des choses qu'il faut quand même intégrer. On est des consommateurs et on consomme des produits qui viennent d'Afrique du Nord. Ces produits sont fabriqués avec de l'eau. Tout à l'heure, vous parliez d'eau virtuelle. Autrement dit, pour exporter, ces pays qui n'ont déjà pas beaucoup d'eau, et parfois pas du tout, pour exporter, exportent également une quantité d'eau extraordinaire, alors qu'eux-mêmes n'en ont pas pour eux. Donc il y a comme ça des contradictions, mais qui sont liées à notre société, à notre mode de consommation, à ce que nous vivons au quotidien.
Et c'est aussi une non-représentation de nous. Quand on parle de virtuel, et c'est une représentation qu'il faut quand même intégrer. Je vais être un peu iconoclaste sur la question de la raréfaction de l'eau, parce qu'en fait, juste une remarque, depuis 20 millions d'années, la quantité globale d'eau à la surface de la Terre est la même. Donc quand on parle de raréfaction de l'eau, il faut peut-être essayer de bien cerner le problème et savoir de quoi on parle. La raréfaction de l'eau, c'est surtout le problème de la raréfaction de l'eau potable. Parce que, on prend un cas, prenez le cas de l'Inde, du Gange, l'eau coule toujours en quantité identique, sauf que, comme vous disiez, sauf que l'eau n'est plus potable. Et donc, ce problème-là, c'est un problème de transformation d'une eau polluée en eau potable. Et c'est là que les entreprises françaises, pour ne pas les citer, qui sont les deux plus grandes au monde, arrivent en vendant leur savoir-faire pour que l'eau qui à l'origine est polluée devienne potable. Donc effectivement, il peut y avoir, par exemple, M. Gott va parler de l'eau autour de la Méditerranée, il peut y avoir des saisons, des pays, etc., où l'eau se raréfie et effectivement pose le problème de la quantité, mais d'une manière globale, l'eau est en quantité identique depuis 20 millions d'années. Et donc c'est bien la cause de l'industrialisation, la cause de l'homme, qui fait qu'on va manquer d'eau, et surtout d'eau potable. Et si vous prenez le cas de la tête, par exemple, des cas précis où vous parlez de territorialité, c'est aussi le cas. Vous ne buvez pas l'eau de la rivière. Et pourtant, c'est non gratuit, voilà. Et il y a peu de rivières en France, puisque vous savez comme moi qu'il y a plus de la moitié des rivières qui sont polluées, et donc en l'état, on ne peut pas boire l'eau des rivières. On ne peut même pas s'y baigner. Parfois, ne pas s'y baigner, peut-être aussi. Mais s'y baigner auparavant. C'est la grosse différence avec le pétrole, où là, effectivement, il y a une notion d'épuisement. Et c'est le problème qu'on a psychologique quand on dit qu'on va avoir des problèmes d'eau. Les gens n'y croient pas parce qu'ils disent qu'il y a plein d'eau. Comme les eaux du sous-sol de régions comme les nôtres, où il y a une grosse activité agricole depuis des décennies, et on a accumulé des biorécalcitrants dans les eaux souterraines, mais on est 3 fois au-dessus de la norme européenne tolérable, ce qui fait qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'eau effectivement du sous-sol pour la consommation. Et là, on a des problèmes effectivement de dialogue avec les populations qui ne peuvent pas facilement comprendre ça, parce que ça ne se voit pas. L'eau reste transparente, même s'il y a des biorécalcitrants dedans. Et on a des très bons labos qui bossent là-dessus, par ailleurs, qui vous en parleront certainement. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Oui. Il y a le problème de disponibilité aussi. Par exemple, les grandes nappes phréatiques qui sont sous le Sahara, elles ne sont pas renouvelées. C'est une eau potable qui est exploitée actuellement, mais qui va s'épuiser. Donc globalement, la quantité est là, mais elle ne sera plus là, elle ne sera plus sur le Sahara. Donc tous les oasis, tous les forages actuels dans la zone sahélienne ne seront plus disponibles bientôt. Très bientôt. Oui, tout à fait. Mais ça rejoint le problème territorial, la organisation. C'est pas la peine d'aller au Sahara. Ici, les nappes. Mais c'est tout à fait vrai, puisque par exemple au Maroc, quand on utilise cette eau qui est dite une eau minière, pour faire le parallèle avec le pétrole, les gros agriculteurs pompent l'eau, et donc on voit bien dans un carré de désert qu'il y a la culture de la tomate en particulier, ou de l'orange, etc. Et puis quand l'eau de cette nappe est épuisée, on va à 3 km à côté, et on continue, on fait la même chose, et la partie qui était irriguée et verdoyante devient un désert. Mais vous avez raison, oui, effectivement. Ce que les Libyens appellent la grande rivière. Bien, merci à toutes et à tous. Bonne fin de soirée. Donc rendez-vous la semaine prochaine, le 18 mars, pour une autre conférence, celle de Bertrand Lemartinel, qui est géographe. Merci à toutes et à tous.